La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! J'ai la chance d'avoir la liberté de créer. C'est ce que m'a répété Eddy Ben Ghanem quand je l'ai rencontré. Et forcément, ça a beaucoup résonné en moi. Et si finalement, c'était la liberté créative notre première source d'inspiration? Je n'exagère pas un seul instant en vous disant que j'ai adoré ma rencontre avec Eddy. Sa sagesse, sa philosophie, ses valeurs et ses mots. La liberté, le goût, l'amour des bonnes choses et l'esprit d'équipe. Chef pâtissier du Trianon Palace à Versailles, Eddy a un parcours semé d'étoiles, le crayon ou le Ritz, rien que ça. Et ce sont toutes ces belles expériences marquantes qui nourrissent aujourd'hui ses créations. Mais ce qui l'inspire le plus, penser à la prochaine création. Toujours se remettre en question et trouver de nouvelles idées. Au menu de cet épisode, sa fascination pour la magie de la pâtisserie, le plus grand challenge, le prochain dessert, un dessert réussi est un dessert simple, et enfin l'importance de se remettre en question. Bonne écoute! Bonjour Eddy. Bonjour Léa. Comment vas-tu? Très bien. Pour commencer, déjà je suis ravie d'être ici avec toi et de pouvoir enfin discuter tous les deux. Pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit? J'avais pas de dessert préféré, j'étais surtout très salé en fait. J'adorais, Okay. j'avais un bec très salé. Et en fait, mon goût pour le sucré s'est développé au fur et à mesure de mon expérience professionnelle. J'adore manger, j'adore partager, j'adore faire plaisir. Et c'est vrai que j'ai, au fur et à mesure de mon parcours et de mon expérience, en fait, j'ai appris le goût, j'ai appris à goûter, j'ai appris à apprécier, j'ai appris à être plus juste et plus mesuré. Parce que la pâtisserie, c'est un métier très visuel. Et c'est vrai que quand on est jeune, on a envie d'en foutre un peu plein la vue, que ça fasse waouh et tout. Et moi, le déclencheur, ça a été à l'hôtel de Crillon à l'époque. Je suis allé manger au restaurant chez Alain Passat, j'ai mangé un millefeuille aux abricots et une autre fois j'ai mangé des tomates confites. Et là je me suis dit ah ouais, ok, d'accord. Donc on n'était pas sur quelque chose de démonstratif mais de extrêmement bien abouti. Ouais. Sur un dessert de cuisinier cuisiné et sur une base de millefeuille, mais c'était juste c'était fou. Je me rappelle exactement du jour, je me rappelle de ce que ça m'avait fait et je me suis dit ah ouais, c'est ça un dessert en fait. Donc c'est d'abord le goût avant d'être visuel, même si tout le monde va dire on mange par les yeux, blablabla. Blablabla. Mais ça a été ma première surprise et ma première claque. Alors du coup, si t'étais pas un bec sucré, comme beaucoup de pâtissiers en réalité, mais pourquoi est-ce que t'as voulu tourner vers la pâtisserie en particulier? Alors moi je voulais faire de la cuisine, on m'a dit si tu veux être un bon cuisinier, il faut être précis, fais une formation en pâtisserie, et puis ça va t'apporter de la rigueur, de la structure, des bases, et puis après tu pourras retourner en cuisine. Et en fait je suis tombé dedans, et j'ai adoré la pâtisserie. J'ai trouvé la pâtisserie magique, et comme voir la pâte à choux gonflée au four, ça me fait la même émotion autant d'années après que quand j'ai commencé mon métier. C'est un côté magique en fait. Ouais, c'est vraiment le côté, on part de quelques ingrédients, on arrive à faire quelque chose qui est complètement différent. C'est ce côté-là qui t'a plu, quoi. La chimie aussi. Donc la chimie et le côté magique, parce que t'as un chou qui est tout plat et qui gonfle au four. Et quand t'allumes la lumière du four, tu le vois gonfler au fur et à mesure. Et moi, je m'en rappelle. Et à chaque fois que je vois les choux qu'on fait à l'hôtel sortir du four, je trouve ça... Je suis toujours aussi émerveillé, si ce n'est plus. Plus parce que j'ai grandi, je suis plus détendu, je prends plus le temps et je trouve ça fou en fait. Je trouve qu'il y a un truc tout petit, gonfle et donne une pâte à choux et c'est un truc super bon.
Tu disais que tu avais beaucoup travaillé aussi tout ton goût, tout ton amour pour la pâtisserie en même temps que ta carrière. C'est quoi un petit peu les moments marquants, toi, de tout ça, genre, là encore, qui te marquent aujourd'hui et qui étaient des temps forts, quoi. Alors, c'est mes expériences professionnelles, donc l'hôtel de Crillon, le Georges V, le Ritz, et maintenant le Trianon Palace. C'est vraiment toutes ces expériences professionnelles et personnelles. Chaque hôtel m'a apporté quelque chose, chaque boutique dans laquelle j'ai travaillé m'a apporté quelque chose. À la fin, tu sais que tu fais à manger pour les gens. Donc au fur et à mesure, tu essaies d'être moins démonstratif possible, d'aller à l'essentiel. Le Crillon, ça a été extrêmement marquant, parce que c'était vraiment la grande spécialité de Christophe, de Laurent, de tous ceux qui sont passés par là. C'était le dessert à l'assiette et le goût, en fait. Donc c'était des équipes assez folles. Après, il y a eu le Georges, le Ritz, c'était ma première place de chef et j'avais carte blanche. Donc, comment créer une identité gustative et visuelle en étant jeune pâtissier à 27 ans et puis te dire, bon, bah écoute, fais ce que tu veux, fais-toi plaisir. Et une autre personne, Madame de Buisson, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais qui m'a permis, qui m'a fait découvrir des restaurants, qui m'a fait découvrir la gastronomie et qui m'a ouvert les yeux sur mon métier. Donc, et ces temps forts, c'est les hommes ou les femmes que j'ai rencontrés. Et c'est un moment, là, moi je suis au Trianon depuis quelques temps déjà. Et cette opportunité extraordinaire de créativité, c'est une chance inouïe. Et je le répète souvent. Si je le répète, c'est parce que c'est toujours pour en prendre conscience. J'ai la chance de pouvoir créer, en fait. Et d'avoir carte blanche. Avec, bien sûr, la confiance de ma direction. Mais c'est être libre. Être libre, ça vaut tout l'or du monde. Et quand t'es libre, quand tu te sens bien, t'es créatif, t'es heureux et tu fais bien à manger, quoi. C'est très, très simple, hein, comme conversation. C'est très basique. Mais, mais c'est tellement vrai. Justement, sur tes créations, si on revient à ta toute première création, c'était quoi les saveurs de cette création? Elle ressemblait à quoi? Le premier déclencheur, ma place de chef au Ritz, la pêche melba, la poire belle Hélène, le millefeuille et d'autres produits signatures. Donc, tu rentres dans une maison qui te fait confiance et tu travailles pour la maison. Donc, le Ritz, c'était Escoffier et Escoffier, c'était au Ritz, il y a eu plein de créations comme ça. Et la pêche melba, je me dis, c'est quoi la pêche melba? C'est quoi la structure de la pêche melba? Et du coup, en fait, j'ai travaillé sur une pêche melba qui était une pêche blanche, pochée dans un sirop de fruits rouges à base de groseille pour garder les codes de la pêche melba, à base d'amandes caramélisées que j'ai mis dans la glace, que j'ai glacé. Donc le visuel était complètement différent, mais c'était interprété de façon la plus simple possible et la plus respectueuse possible de la création d'Escoffier, quoi. Donc c'était, voilà, ça commençait par ça. Je rentre dans une maison, je suis au service de cette maison, et qu'est-ce qui s'est passé au Ritz à l'époque? Ok, il y a eu ça, il y a la belle Hélène. Et du coup, c'est vachement portant, et c'est vachement stimulant. Et du coup, tu rentres sur les rails d'une maison qui a une image forte, qui a une identité forte et qui a une histoire extraordinaire. Et après, au fur et à mesure, tu développes ton propre univers. Et au Trianon, tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on a fait, parce que je travaille dans une équipe qui est assez incroyable. Donc avec Jérôme depuis quelques temps, Irina depuis encore plus longtemps. Et on a un champ des possibles énorme. Et on se fait plaisir. Alors justement, c'est quoi votre dernière création? J'ai une tendance un peu boulimique, en fait. C'est boulimique dans le sens où j'ai besoin de créer. J'ai besoin de concrétiser un projet et ensuite de passer à autre chose. Là, Jérôme a fait la dégustation de la bûche de cette année. On est sur des notes de vanille torréfiée, de chocolat au lait, de caramel au sirop d'érable. Je trouve les dégustations de plus en plus abouties, de plus en plus efficaces. Le résultat est génial. Et les prochaines créations, on travaille sur le salon du chocolat. Donc nos prochaines créations, et j'aime bien dire nos parce que c'est vraiment un travail collaboratif. Là, on est en train de travailler sur le tea time chocolat. Donc, qu'on va proposer au salon du chocolat et ensuite qu'on va proposer au Trianon Palace Versailles. Donc, un tea time en entier autour du chocolat. Travailler sur la fève de cacao fraîche. Ok. La fève de cacao torréfiée qu'on connaît tous, mais la fève de cacao fraîche, elle a des notes assez intéressantes, assez fruitées, florales, acidulées.
Et on va travailler là-dessus, quoi. Donc, les prochaines créations, quand t'es venu dans mon bureau, j'étais en train de les marquer parce que j'étais un peu à la bourre. Et proposer une offre chocolatée, mais en allant dans plein d'univers différents, en n'étant pas focalisé sur l'amertume du chocolat ou la torréfaction, mais en essayant d'être le plus pétillant possible. Quand tu travailles sur la fève de cacao fraîche ou l'or de chez Valrhona, tu vois, ça donne des notes assez acidulées, et je trouve ça intéressant dans la construction d'un dessert ou d'une boisson. Donc, la prochaine création sur laquelle on travaille, c'est le tea time chocolat. Alors justement, si on revient un petit peu sur le tea time en règle générale, qu'est-ce qui te plaît dans ce type de création, parce que ça va au-delà, il y a plein de choses. Qu'est-ce que t'aimes dans le tea time en particulier ? Encore une fois, on parlait de liberté, de créativité, d'opportunité. Le samedi-dimanche, c'est un rendez-vous assez particulier au Trianon Palace, Versailles, et puis du coup, en fait, nous, on fait notre tea time. Donc on fait la partie salée sur laquelle on s'éclate, et on fait la partie sucrée qui suit. Et du coup, t'as une continuité, t'as une simplicité dans la dégustation qui se crée. Chacun des pâtissiers, tous les pâtissiers peuvent monter, et tous les pâtissiers expliquent aux clients la séquence qu'ils vont avoir. Ok. Donc du coup, tu crées du lien, parce que tu fais à manger pour l'autre déjà, et quel que soit ton âge, c'est intéressant parce que du coup, en fait, ton prisme est différent, tu vois ton métier de façon différente. Tu dis pas je vais bosser, et puis voilà. Donc, et puis tu as un client qui peut apprécier ou moins apprécier. Donc le but c'est, ok, donc tu présentes. Et si le client a adoré, c'est jackpot, c'est génial. Et si le client a moins aimé parce qu'il n'aime pas le citron, on va pouvoir affiner la demande. Et on va pouvoir proposer autre chose. Donc ce qui me plaît, c'est ce côté hyper libre de créativité, la relation avec le client parce que tu fais à manger pour le client. Et du coup, t'as un échange et un retour direct. C'était génial, j'ai adoré. Et après, c'est ce côté hyper flexible parce qu'on a la possibilité de pouvoir changer les cartes assez rapidement, assez facilement. Et on n'est pas... le Trianon, c'était une grande maison et en même temps, c'est une petite maison. C'est-à-dire que c'est une grande maison par rapport à sa position, son envergure. En même temps, c'est une petite maison dans le sens positif où on peut vraiment... on a la liberté, l'opportunité de changer une carte en 2 minutes. On a la confiance de tout l'entourage et du coup c'est facile. T'as pas besoin de faire valider par 15 directeurs. Mais tu vois, t'as une personne au commercial qui va goûter, t'as la personne, t'as Camille du marketing qui va dire tiens-moi au courant quand je fais une nouveauté. T'as notre DG, notre directeur général qui va goûter aussi un truc en me dire ça j'aime beaucoup. Donc elle est petite dans sa gestion. Donc, c'est une grande maison, c'est une institution, c'est une marque, Waldorf, et en même temps c'est la flexibilité d'une maison, d'une petite maison où on peut être hyper réactif. Vous faites pas mal de tea time un peu thématiques pour Pâques, là pour le salon du chocolat, etc. Ouais. De tous ces tea time là, lequel t'a particulièrement marqué Le prochain. Le prochain parce que je les ai tous aimés, je les aime tous. Mais comme j'ai un problème avec le fait de m'arrêter, le prochain c'est celui qui va être le plus challengeant pour moi et c'est celui qui va être le plus excitant. Donc Pâques c'est facile parce que c'est que pour les gosses. Donc tu vas avoir une offre tea time pour les enfants qui va répondre aux enfants et en même temps qui va répondre aux adultes. Donc tu vas rentrer par plusieurs portes. Chocolat au lait, si tu fais un dessert chocolat au lait qui est pas sucré, ça va plaire aux gamins, mais ça va plaire aux adultes. Et donc en fait, c'est vraiment de faire plaisir au maximum de gens. Et quel est mon tea time préféré ? C'est le prochain que on va créer parce que du coup, comme je te disais, j'étais sur mon ordinateur parce que j'ai zappé une réunion hier, donc je me suis dit merde, faut que j'envoie le nouveau tea time. Mais c'est cette notion de créer le prochain qui est hyper stimulant et se dire là je vais faire un tea time chocolat, on va intégrer de la fève machin et du coup clac, le cerveau est en ébullition et c'est vraiment ça, c'est vraiment le prochain événement qui tient en haleine et qui est hyper excitant parce que pour moi le passé c'est le passé et même si le passé c'est bien sûr que c'est important,
Mais ok, ça c'était bien, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et en plus, tu sais, quand tu manges un dessert au mois de juin ou juillet où il fait chaud, c'est pas la même sensation que quand tu le manges au mois de septembre ou d'octobre. Donc tu vois, c'est vraiment tout ça qui est inspirant. La première chose, c'est pour qui tu le fais et pourquoi tu le fais, où tu le fais, et bien sûr ce qui t'entoure. C'est-à-dire, il fait chaud, il fait froid, est-ce que c'est des enfants, est-ce que c'est des mamans, est-ce que c'est des adultes, est-ce que c'est mixé, est-ce que... Juste faire plaisir en prenant en compte tous ces paramètres. Alors, depuis tout à l'heure, tu me parles beaucoup de la liberté qui te permet de créer, que tu adores créer tout le temps, etc. Qu'est-ce qui t'inspire pour toutes ces créations? En fait, comme je le disais, l'hôtel dans lequel je travaille est inspirant. Tu sors dehors, c'est vert. Les gens avec qui je travaille sont inspirants. Les clients pour qui je travaille sont inspirants. Et bien sûr, la saison. La saison et la température qu'il fait dehors. Donc, bien sûr qu'il y a cette notion de créativité et de liberté, mais en même temps, cette notion de... On parle souvent du côté artistique de la pâtisserie. C'est un truc qui m'énerve en fait, parce que moi je me considère pas comme artiste mais comme un artisan, et je fais à manger en fait. Ça me permet d'avoir les pieds sur le plancher des vaches, donc c'est plutôt bien, et ça me permet de toujours être en recherche et en constante réflexion. Mais tu vois, c'est une saison, j'ai mangé une tomate ou j'ai mangé un gâteau chez un confrère, je me dis ça c'est vachement bien. Je vais aller cueillir des légumes, je me dis tiens ça serait bien en dessert. C'est l'échange avec les équipes aussi, donc avec Jérôme Mouria qui me dit chef, pourquoi on ferait pas ça un truc comme ça? Je dis non. Ah ouais, c'est une bonne idée en fait. Et c'est vraiment toute cette stimulation et cette excitation qui te permet de créer quoi. Et c'est pas créer pour créer, parce que c'est vraiment très chiant, et ça te met dans un truc très artiste machin, ça me saoule. Mais c'est juste voilà, ce que j'ai fait hier est bon, ce que j'ai fait aujourd'hui est très bon, ce que je vais faire demain sera encore meilleur. Parce qu'en fait, tes goûts changent, les goûts de tes clients changent. Le gluten n'était pas du tout aussi marqué que ça, maintenant c'est très marqué, le vegan aussi. Donc, faire à manger pour l'autre et prendre conscience que c'est ça le plus important, te permet de toujours te remettre en question. Et si tu es allergique au gluten et tu me dis j'aimerais bien manger un truc, mais du coup tu vas faire travailler ton cerveau pour faire en sorte que ça te fasse plaisir, que ça soit aussi bon que si c'était un produit avec du gluten, et voilà, et en fait d'enlever les barrières et de pas trouver d'excuses en fait. Ouais, l'idée c'est vraiment plus toujours se remettre en question et toujours penser à la suite quoi. Exactement, se remettre en question, penser à la suite, et notre métier est en pleine mutation et en constante évolution. Donc ce qui est aussi bien, ça nous oblige à travailler différemment. Je suis pas pareil qu'il y a 2 ans, je suis pas pareil qu'il y a 10 ans, et je suis pas pareil qu'il y a 20 ans. Et heureusement, j'ai grandi. Et c'est cette remise en question permanente qui te permet d'être... j'aime pas peut-être pas être au goût du jour, mais d'être en phase avec les gens, en fait. Si tu dis, moi j'ai fait un gâteau, c'est le meilleur du monde, il est comme ça et c'est bon, et puis même si t'aimes pas, je m'en fous. Le client est la priorité. Tu travailles pour le client. Il y a plein de gens qui ont compris ça. Et si tu travailles pour le client, du coup, tu t'adaptes à ses demandes. Et vraiment, un dessert très sucré, j'aime pas trop le sucre, mais un dessert sucré en été passera. Tu n'as pas envie de manger de sucre, tu n'as pas envie de manger de gras. Tu vas pas faire un Mont Blanc au mois d'août, quoi, tu vois. Et c'est plein de trucs comme ça, c'est vraiment être au service de. Ça, c'est super important pour moi. Alors, du coup, c'est quoi un dessert à l'assiette réussi? J'aime bien la notion de bon gâteau. Un bon gâteau, c'est un gâteau qui a une note aromatique ou deux. C'est un équilibre. J'aime pas trop le sucre, donc j'aime pas trop les desserts trop sucrés. Mais un dessert réussi, c'est quelque chose qui a été fait avec plaisir déjà. Le visuel, il peut passer en deuxième plan. Et le meilleur exemple, c'est la tarte que tu manges chez toi, qui a été faite par une copine ou un copain ou une grand-mère, qui peut être jolie ou qui peut être pas belle du tout, mais qui est super bonne. Donc une tarte à l'abricot qui a le goût d'abricot, un fraisier qui a le goût de fraise. Donc ça peut paraître hyper con comme réponse, mais c'est tellement vrai. Manger une crêpe qui soit fine et croustillante, enfin moelleuse au milieu, croustillante à l'extérieur. Donc un dessert réussi, c'est quelque chose qui doit être simple en dégustation. Je pense que c'est ça le plus important. Bien sûr qu'il y a la complexité et
la réflexion dans la construction, mais un dessert qui est simple quand tu le manges, c'est vachement agréable. Moi, j'aime beaucoup ça. Comme si tu mangeais un plat de coquillettes qui est bien fait. Ouais. C'est simple, mais c'est bon. Donc un dessert qui est bien fait, c'est un dessert simple, c'est quelque chose qui triche pas, c'est quelque chose qui procure des émotions, du plaisir, c'est un truc où tu dis oh c'est trop bon quoi, tu vois. Et bien sûr que notre métier c'est un métier aussi pour moi extrêmement basé sur l'émotion. Ouais. C'est les gens qui font à manger. Quelqu'un qui est stressé, il fera pas à manger de la même manière qu'un mec qui est plutôt détendu et plutôt qui est cool quoi. Donc plaisir, émotion, simplicité. Et faire simple malgré tout c'est très difficile. C'est super dur. Si tu fais une tarte à l'abricot qui a le goût d'abricot, ce que je te disais il y a 2 minutes, eh ben t'as intérêt à choisir le bon abricot, parce qu'à la cuisson il peut être pas bon du tout, la bonne pâte et la bonne configuration, sucré, sablé, crème d'amande, pas crème d'amande. Donc ça paraît super simple ce que je te dis. Malgré tout, faire simple c'est très dur. Et quand tu fais simple en fait, ben t'élimines un peu le superflu. Et quand t'élimines le superflu, tu vas à l'essentiel. Et quand tu vas à l'essentiel, tu vas vers quelque chose de pour moi qui est plutôt chouette. C'est quand, toi, le moment dans ta vie où tu t'es pris ta plus grande claque de saveur, entre guillemets, c'est-à-dire le moment où tu as compris le plus de choses sur, tu vois, comment on pouvait assembler des saveurs originales. La cuisine est super inspirante pour moi, et c'est Alain Passard, Jean-François Piège, Éric Fréchon, Yannick Aleno et Pascal Barbeau. Donc j'ai goûté des desserts j'ai goûté des plats où je pensais pas aller. Et je me suis pris une claque. J'ai le souvenir du millefeuille abricot dont je te parlais, ou des tomates. J'ai aussi le souvenir d'une galette des rois au panais et à la vanille, ça c'était Alain Passard. J'ai mangé chez Jean-François Piège, j'ai été admiratif de la perfection de la réalisation. Et en fait, c'est toutes ces claques émotionnelles, gustatives, qui m'ont fait me dire waouh, ah ouais quand même. Et en gâteau, j'ai plein de confrères aussi que j'aime beaucoup, mais c'est encore différent. C'est difficile dans une boutique de faire une tarte à la tomate en dessert. Ouais. J'ai mangé une tarte à la tomate au chocolat blanc à la roquette. Je me dis c'est quoi ce truc là? Et c'était génial. Là c'est la France. Et ça a 15 ans. Et c'est plein de trucs comme ça. Et il y a différents styles de cuisine, de pâtisserie. Malgré tout, c'est exécuté de façon excellente. Et à la fin, t'as un goût. T'as pas 15 000 trucs, la tarte à la tomate et au la roquette, chocolat blanc. En visuel, c'était pas... c'était joli, hein, mais c'était pas ouf, quoi. C'était pas, entre parenthèses, instagrammable. Au goût, je me suis pris une tôle. Les tomates, je me suis pris une tôle. Et tout ce que j'ai mangé, il y a des plats que j'ai mangés, et derrière tous ces plats, derrière toutes ces créations, il y a des gens. Et là, tu te dis, ah ouais, le gars est quand même super généreux. Bon, bien sûr que c'est un expert dans son domaine, mais il y a une vraie générosité, il y a une vraie passion, il y a une vraie envie de faire plaisir, il y a une maîtrise extraordinaire. Et en même temps, c'est aller à l'essentiel. Et la cuisine, pour moi, est extrêmement inspirante, parce que la cuisine, elle est très radicale dans le côté aller à l'essentiel. Moi, j'adore ce que fait certains de mes confrères. J'adore ce que fait Claire Damon, Christophe, Larrey ou d'autres chocolatiers. En fait, j'aime manger quelque chose et me dire ah ouais, c'est simple, c'est super bon et c'est super efficace. Parce que bien sûr que on est des artisans, on crée, on fabrique, mais ce qui est génial, c'est quand on produit, quand on fait un ou deux, c'est bien, mais quand on fait 500 et qu'ils sont tous identiques, pour moi, ce qui m'impressionne, c'est la constance. Ouais. Et c'est ça qui est important, la constance. Galette des rois de chez Claire Damon, c'était une galette des rois avec des fruits confits que j'ai mangé il y a 15 ans. Je me suis pris une tôle. Il y a plein de trucs comme ça. C'était une galette des rois caramélisée en dessous, il y avait des fruits confits. De mémoire, c'était des fruits confits de Cordon, Saint-Sylvestre, Monsieur Santini. C'était juste magique. Et tu vois, c'est une galette des rois. Donc ça peut être... En fait, ça peut être une galette des rois. J'ai mangé des crêpes et je m'en rappellerai toujours. Des crêpes, j'étais en bord de mer, j'étais à Quiberon. J'ai mangé une crêpe et le truc a été moelleuse au milieu et fine. Et j'en ai un souvenir de ouf, quoi. J'ai arrêté de faire des crêpes depuis.
Mais voilà, c'est tout ça en fait qui m'inspire. C'est aussi tous ces grands professionnels qui portent le métier et qui sont inspirants parce qu'en fait, tu te prends une tôle sur une galette des rois, tu te prends une tôle sur les tomates confites, c'est inspirant, et deux, ça remet les choses un peu en perspective parce qu'on a tous à apprendre. On a tous à apprendre. Tu sais, moi j'étais au crayon à l'époque, tu vois, le crayon, machin, et je mange le truc, et c'était pas super beau en fait, c'était pas bien, c'était pas fignolé, et je me suis pris une claque gustative. Et ça fait vachement de bien. En fait, ça te remet sur le plancher des vaches en fait. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je me remets en question, pour toujours être actuel en fait. Et pas de se dire, on n'a jamais réussi en fait, c'est jamais fini. Et ma prochaine claque, ça sera sur un truc auquel je m'attends pas, et je vais manger un truc d'un confrère et je vais me dire, oh la vache, c'est une tuerie ce truc-là. Donc voilà, simple, efficace et aller droit au but, quoi. C'est comme ça que tu te remets en question, en allant goûter des desserts d'autres pâtissiers. Pas forcément en allant. Donc, on les goûte et on se fait des dégustations, toujours pour être en constante réflexion. Et en même temps, c'est pas que la dégustation, c'est observer aussi ce qui se passe. C'est regarder, voir ce que font certains chefs, cuisiniers ou pâtissiers ou boulangers. Et en fait, notre métier, il évolue constamment. Donc, c'est pas que en goûtant, c'est aussi en observant et en se disant ah ouais, c'est quand même notre métier en constante évolution. Et ça fait du bien de se dire ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous, qu'est-ce que je pourrais faire moi à mon niveau dans ce domaine-là. Donc c'est en observant, en goûtant bien sûr, et en intégrant, parce que c'est au fur et à mesure, tu emmagasines des millions de gammes. Ouais. Et la chouette création que j'ai travaillé avec Jérôme et Irina pour le restaurant gastronomique, c'était un berlingot croustillant au sobacha, champignons de Paris et pommes vertes. Et le déclencheur de ça, c'était l'Astrance. L'Astrance, j'avais mangé un foie gras au verjus, champignons de Paris et je sais pas quoi, et des pommes vertes dessus, je crois. Et ça m'avait marqué. Et je crois que 10 ans plus tard, j'avais la gamme dans la tête. Okay. Et on a travaillé sur cette déclinaison-là, sur le restaurant gastronomique. Et c'est d'une simplicité redoutable. Au même titre que quand on me l'a présenté, quand on m'a présenté ce plat à l'Astrance, cette entrée, voilà, du foie gras cru, verjus, tu vois. Et j'ai goûté, c'était d'une simplicité, c'était d'une efficacité magnifique. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il faut être vachement, parce que tu crées quand même pas grand-chose, t'intègres beaucoup de gammes et de notes aromatiques, et en fait, t'as la chance de faire partie d'une corporation qui est énorme, et en fait, sans même t'en rendre compte, qui t'inspire tous les jours. D'où la pêche melba. Ça a été créé au risque, mais je l'ai pas inventé. Hein. Je l'ai transformé, je l'ai modifié, et cette humilité, j'ai pas toujours été humble, hein, mais cette humilité, elle est super importante parce qu'en fait, sans même t'en rendre compte, t'emmagasines plein de choses. Et quand j'ai dit, j'en ai parlé avec Jérôme Menudet, j'ai dit champignons de Paris, machin. Mais sérieux, ouais, tu vois, ça va marcher. Et c'était ce souvenir de cette entrée à l'Astrance. Sans même m'en rendre compte, je me dis, ça a connecté après en fait. Et c'est vrai que tu goûtes plein de choses, quoi. Tu vois, j'ai goûté un gâteau chez Christophe, une fois c'était fleur d'orange et pistache. Et ça m'a fait quelque chose, mais en même temps, quand tu réfléchis, ouais, ça m'a rappelé le souvenir d'une pâtisserie orientale. Et après, nous, on l'a fait sur un chou. Et en fait, tu fais partie d'une chaîne, quoi. Et tu fais partie des êtres humains. Et donc, quand tu arrives à savoir d'où vient l'origine, je trouve ça génial. Donc tu vois, nous, là tu vois, tu as un dessert avec une boule, c'est une boule en sucre soufflé, mais la boule en sucre soufflé, elle est pas intéressante. Elle sert de support et de contenant. À l'intérieur, tu as un praliné noisette, tu as une émulsion noisette, tu as des noisette caramélisées. Et l'idée de base, c'est le bonbon praliné feuilleté. Je sais pas si tu connais. Non. C'est un tout petit bonbon comme ça, comme un sucre d'orge, qui contient des couches de praliné, et en fait qui est tiré comme ça. Et en fait, quand tu croques, ça a une texture de feuilletage, et c'est hyper croustillant. Et l'inspiration, c'était ça. Et à la base, la boule en sucre soufflé, c'est Christelle Brouillat au Pré-Catelan, et ça a 20 ans, quoi. Donc tu vois, tu crées, tu t'assembles, tu trouves des énergies un peu à gauche, un peu à droite, mais t'inventes rien.
Le point de départ, c'était ce bonbon praliné feuilleté que tu manges. Donc quand j'étais gamin, donc c'était quand même il y a longtemps. Et si tu croustilles, ça croustille, c'est feuilleté, c'est praliné, c'est sucré. Et c'est un peu salé. Je sais pas si c'est un peu salé. Et voilà, et cette coque en sucre était un contenant et apportait cette note croustillante de sucre dans le dessert. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie ? Ça représente une grande partie de ma vie. Ça représente un moyen d'expression. Donc qui je suis. Aussi un moyen pour dire un moyen pour dire merci en fait. Parce que tout ce que j'ai et que je donne, à un moment on me l'a donné quoi. Et donc en fait je me sens très très chanceux. Je parle souvent de liberté, machin, mais je me sens super chanceux. Je me sens chanceux de pouvoir créer, d'être aussi passionné. Tu fais pas exprès, hein, tu sais, les gens me disent que t'es passionné, je dis ah bon. C'est une grosse. La pâtisserie, c'est moi en fait. Je suis une partie de. Et c'est fou de pouvoir exprimer plein de choses à travers un gâteau, une mignardise, un chocolat. Et c'est hyper sensible, c'est hyper affectif, c'est hyper émouvant, c'est hyper touchant et c'est juste génial quoi. Et quand tu t'affranchis un peu de tous ces codes ou quand tu te sens de plus en plus libre, parce que tu prends un peu d'âge aussi, en fait c'est un moyen d'expression de ouf quoi. Et tu te dis wow, j'ai trop de la chance, j'ai tellement de chance de faire un métier que j'aime et faire partie d'une corporation aussi forte quoi. Moi je vais pas bosser le matin en fait, je vais m'amuser. Voilà, c'est une passion. Bon après j'aime beaucoup de choses donc mais c'est une très grande passion et c'est vraiment un moyen d'expression. Je suis à l'aise donc j'arrive facilement à exprimer. Ouais. Et de quoi est-ce que t'es profondément convaincu ? Je suis convaincu qu'il faut être honnête. Je suis convaincu qu'il faut être ancré dans le sol parce que je déteste la mode. La mode est faite pour ne pas durer. Je suis convaincu que quand on fait des choses bien, ça marche. Je suis convaincu que la pâtisserie a un avenir de malade. Je suis convaincu que la bienveillance paye. Je suis un vrai emmerdeur. Je suis pas toujours facile avec mes équipes, mais je tiens énormément à elles. Et j'ai pas de problème à communiquer. Donc je suis convaincu que la communication, c'est le nerf de la guerre. Et tu peux être bienveillant, on dit ouais vous me faites chier, c'est pas incompatible. Mais je suis convaincu que c'est des gens qui font les gâteaux. C'est toute une équipe, je suis convaincu de tout ça quoi. Je pense que j'ai confiance en la vie et je pense que l'avenir de la pâtisserie est super chouette. Et qu'au fur et à mesure, on a tous eu des apprentissages différents. Notre métier a vachement évolué. Et du coup, on a besoin d'avoir du sens à ce qu'on fait. On a besoin de donner du sens à ce qu'on fait. Et puis, le côté. Pour moi, ce qui est important avec un collaborateur, c'est s'il n'arrive pas à aller jusqu'au bout tu peux être exigeant, mais il ne faut pas que l'exigence te pollue. Et faut pas être dur à outre mesure avec soi-même. Donc je préfère un collaborateur qui a une bonne attitude, qui a envie de bosser, même si ce qu'il fait n'est pas parfait, mais qu'il a tout donné, moi ça me va en fait. Par contre quelqu'un qui est plutôt doué et qui arrive moyennement et qui se donne pas les moyens d'y arriver on fait juste à manger en fait. Et je suis convaincu de ça, c'est qu'on fait à manger pour l'autre. Et à un moment, justement, on veut de la simplicité, on veut donner du sens à notre travail, on veut... et à un moment, tu peux pas travailler comme il y a 20 ans, tu peux pas travailler comme il y a 15 ans. À un moment, je deviens papa, tu as des enfants, tu dis ok, qui va pas. Il y a plein de choses ta façon de voir les choses évolue énormément, et c'est quand même cool. Et je suis convaincu que notre métier a un avenir de dingue, et que la communication sera de plus en plus au centre de ce qu'on fait. Mais on est tous passés par là, on a tous besoin d'être démonstratifs à un moment de sa carrière. Et au fur et à mesure, tu es moins démonstratif. Au fur et à mesure, tu vas à l'essentiel. Au fur et à mesure, tu parles de plus en plus avec les gens.
Tu essaies de savoir pourquoi ça fonctionne pas. Moi, si quelqu'un dans mon équipe se sent bien, il bosse bien. Si quelqu'un dans mon équipe se sent pas bien, il bosse pas bien. Donc j'ai pas besoin de savoir exactement ce qui se passe, mais j'ai besoin de voir, ok, là c'est un peu chaud, il va pas bien, bon, non, ça va, ok, on va te mettre sur un autre projet ou sur un autre poste. Voilà. Et je suis convaincu de l'être humain en pâtisserie. Et que c'est la clé de notre métier en fait. Oui, c'est les pâtissiers avant tout, quoi. Bah ouais. Logique. C'est super logique, mais c'est pas. T'as dû faire plein d'interviews et puis t'as vu notre métier qui a vachement évolué. Donc c'est bien sûr que ça paraît logique. Ça paraît logique depuis une personne qui est extérieure à ce métier-là. Mais quand t'as été élevé dans une casserole, avec les marmites, notre métier n'a fait que changer. Et il y a des choses très très bien qui sont passées. Donc ouais, c'est le pâtissier et l'humain qui est la clé de la réussite. D'ailleurs, comment tu as vécu tous ces changements dans toute la pâtisserie, quoi, qui a été beaucoup plus médiatisée aussi, qui est en plein essor, qui continue à grandir, qui continue à changer. Moi j'étais un peu timide, donc je voulais pas trop parler de moi, et puis là je suis un peu moins timide, donc je veux un peu plus parler de moi. Et je suis confiant et enthousiaste. La pâtisserie, bien sûr, est mise en lumière. Notre façon est mise en lumière. Et tu te rends compte qu'il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, c'était une voie de garage, quoi. Ouais, t'es pas bon à l'école, tu vas faire pâtissier ou cuisinier, quoi. Ou plombier ou électricien. Et je trouve que c'est la magie de la main, l'intelligence de la main est extraordinaire. Et moi j'étais plutôt bon à l'école et ça m'a vraiment saoulé ça me saoulait. Je me sentais je me sentais en décalage avec ce que j'apprenais. Et ça a vachement changé, donc c'est incroyable. C'est incroyable de voir autant de jeunes talents, et des talents un peu et moins jeunes bien sûr, s'éclater, réussir, et je trouve ça incroyable. Alors qu'il y a une trentaine d'années, on se dit ouais c'est bon, t'as des problèmes à l'école, tu feras un CAP, quoi. Donc cette revalorisation des métiers manuels, la médiatisation de notre métier l'a permise, avec des jeunes qui ont des parcours différents, avec des jeunes qui ont fait un vrai choix. Donc c'est génial. Donc t'as des gamins qui arrivent, t'as des gens qui arrivent avec une idée en tête, qui veulent faire ce métier-là, qui ont des diplômes, tu vois, on rentre pas dans ce métier-là comme à l'époque, à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, où t'étais vachement jeune, t'étais un gamin. Ouais. Ça, c'était difficile. Parce que tu te retrouves avec des responsabilités, tu te retrouves avec de la pression, enfin, c'est pas super facile. Alors que là, t'as des gens qui arrivent dans ce métier-là, c'est un choix, ils veulent faire ça depuis tant de temps, leurs parents n'ont pas dit non, c'est bien, il faut faire des études, c'est mieux. Ok, d'accord, bah fais ça, après tu feras ça. Et en fait, du coup, c'est quand même, c'est fou. Donc tu te retrouves avec des gens t'as des gens qui font des reconversions à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ouais. C'est magique. Bien sûr, des fois, il y a un décalage. Il se peut que les gens, ça soit un peu trop difficile, ou ils s'attendaient pas à ça. Et faire des gâteaux à la maison, c'est pas la même chose que faire des gâteaux en production. Mais c'est un vrai choix. Et ça nous fait tous du bien, quoi. On fait un métier magnifique. Et il m'a fallu beaucoup d'années avant de prendre conscience à quel point mon métier était magnifique. Donc tous ces changements et toute cette évolution a fait en sorte que que je prenne conscience. Donc j'ai grandi aussi avec mon métier, quoi. Et quel conseil est-ce que tu donnerais au Eddy qui commençait la pâtisserie, et peut-être un conseil, tu vois, qui peut être plus général et s'appliquer à communiquer, parler. Donc si t'as un problème, faut que tu le dises. Si t'y arrives pas, faut que tu le dises. Si t'as peur, faut que tu le dises. Si t'as peur de pas y arriver, si t'as peur de l'échec, faut en parler, en fait. Et que t'es pas seul. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour terminer, je voudrais revenir un petit peu, je te propose de te prêter au jeu, du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi t'étais une saveur, tu serais laquelle? Le chocolat. Parce que c'est super complexe. Et en même temps, c'est extrêmement simple. Extrêmement complexe parce que tu pars de la fève fraîche qui a un goût, la fève torréfiée qui a un autre goût, le chocolat qui a un autre goût, le lait, le blanc, le noir, le chocolat. Simple en apparence et extrêmement complexe
C'est ce que tu vas montrer aussi dans ton tea time, ce côté, enfin cette ambivalence. Cette simplicité, et quand tu fais un truc pour quelqu'un, faut pas que le client sente la complexité. Ouais. Parce que c'est hyper prétentieux déjà. Et la technique est au service d'eux. Donc ça doit pas se voir. Mais, pas cette ambivalence, mais cette complexité. Du blanc, du noir, du lait, de la fête, machin. Voilà. Donc je pense que c'est sur cet axe-là qu'on va travailler. Si tu devais plus faire qu'un seul type de dessert pour le reste de tes créations, ce serait quoi? Entre des tartes, des choux, des éclairs, peu importe. Des tartes. Des tartes. Voilà. Parce que c'est aussi un souvenir. Et la pâte à choux, par exemple, c'est extrêmement technique. Et alors que la tarte, elle est, c'est un fruit. Ça peut être un fruit et un support. Et avec ça, tu peux faire un truc de malade. Donc ça peut être la fameuse tarte chocolat blanc, tomate roquette. Ça peut être la tarte à l'abricot. Enfin, une tarte aux pommes. En fait, c'est en apparence extrêmement simple. Ça peut être très joli. Mais c'est surtout super bon. Et c'est un produit dont je me lasse jamais. Parce que tu as une base, une pâte et un fruit. Ou un légume. Mais tu n'as pas grand chose en fait. Donc je trouve que c'est très efficace en termes de. C'est vraiment un truc. Et quand je fais des gâteaux avec les filles, je fais une tarte. Ok. Tu sais, tu prends la pâte, oui, en une plus, tarte. ouais. C'est une tarte, une tarte. C'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée? Je t'avoue que la fève de cacao frais, je l'avais goûtée il y a quelques années déjà, à Madagascar. Je l'ai regoûté là sous un autre format. Et je l'ai regoûté encore une fois sous un autre format. Et du coup, j'ai connecté en fait. Parce que ça n'avait pas le souvenir de ce que j'avais mangé frais. Ok. C'était un peu différent, c'est un concentré. C'est Valro qui fait ça. Là, je l'ai regoûté sur un concours. Je dis ok. Et là, je l'ai regoûté de nouveau avec une création qu'a fait Jérôme. Je me dis, ouais, c'est quand même super bon, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Sur la partie sucrée, c'est ça. Sur la partie salée, peut-être la bonite séchée. Ok. Ouais. C'est quoi, toi, ton péché mignon? Ce que j'aime manger? Ouais. Voilà, j'adore le poulpe et j'adore les rideaux. Pas ensemble quand même. Si, ça va. Ça peut être mal, ça. Et anguille fumée. L'anguille fumée, elle arrive là, elle est pas loin. Mais j'adore la texture du rideau, croustillant, fondant mis à l'intérieur. Et le poulpe. Oh, j'adore ça. Ouais, c'est les deux. Tout rideau. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues? Je sais pas, parce que c'est une invitation dans un sens, et je pense que l'invitation doit venir dans les deux sens. Il y a plein de gens, de grands pâtissiers très talentueux. J'ai fait une création avec Gilles Marchal, Yann Couvreur et Arnaud Larac, qui était génial. Mais je sais pas. Moi, je dirais plus un cuisinier. Ok. Pour aller sur des trucs que je connais pas. Vraiment inattendu, ouais. Un truc qui me pousse dans mes retranchements. Ouais. Qui va un peu m'énerver, quoi. Ouais, peut-être plus un cuisinier. Qui m'énerve un peu, tu vois. Ça m'énerve. Faut pas que, oui, on va faire un truc au chocolat, c'est bon. Ouais. C'est vraiment une prise de risque et quelque chose qui me pousse dans mes retranchements. Ouais, qui te sort de ta zone de confort. Ouais, je me dis, j'y avais pas pensé. Tu te dis, moi, tarte chocolat blanc, tomate roquette, il m'a mis une petite claque. Ouais. Voilà, donc plutôt un cuisinier. Ouais. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Oui. Plutôt vanille ou chocolat? Chocolat, toujours. Saveur d'été ou saveur d'automne? Été. Herbe ou épice? Herbe. Laquelle en particulier? Verveine. Tea time ou bûche de Noël? Tea time. Et enfin, ton dessert berlingot à la vanille, rhubarbe et fraise ou la sphère chocolat praliné? Berlingot. Le berlingot, c'est une création incroyable et j'adore cette forme. Encore une fois, c'est Anne-Sophie Pic, son fameux berlingot, et je me dis, j'aime bien cette forme-là. Et comment la faire de façon rigide et croustillante. Ah bah écoute, quand on a trouvé, on était content, quoi. Et ouais, berlingot parce que c'est une vraie signature et c'est quelque chose sur lequel on est dans plein de directions, sur le champignon, sur le fruit, sur la myrtille, sur tout. La forme est géniale. Le berlingot, c'est un berlingot sucré, c'est la forme d'un bonbon à la base. Et je trouve ça génial, le berlingot, définitivement.
Merci beaucoup. Merci à toi. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc une saveur à tester, une recette à refaire, enfin ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer ? Un truc hyper bateau. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les gens, beaucoup de gens n'aiment plus certains gâteaux. Ouais. Et moi, le défi, c'est un mocha au café. Okay. Parce que les gens n'aiment pas la crème au beurre, mais à juste titre. Hein. C'est parce qu'ils l'ont mangé trop froid, parce qu'il y avait trop de crème au beurre. Mais un mocha avec une vraie génoise. Et t'as des conseils pour bien la réussir ? La génoise, c'est un produit super simple. Tu vois, c'est chauffer les œufs ou pas les chauffer, t'as le résultat qui est complètement identique. Avoir une génoise moelleuse, avoir un imbibage léger et peu sucré, avoir une crème au beurre extrêmement foisonnée. Et surtout la température de dégustation en fait. Manger à une température de dégustation pas froide. C'est pour ça que les gens n'aiment pas les crèmes au beurre parce que c'est super lourd. Ouais. Et c'est pour ça que les gens n'aiment pas le baba parce qu'il y a trop de rhum ou que c'est pas bon. Quoi. Ouais. Alors que si c'est une bonne pâte levée bien imbibée, c'est super bon un baba. Mais il y a plein de choses comme ça que tout le monde a commencé à pas aimer. Et une crème au beurre au chocolat, tu manges un mocha chocolat, tu manges un gâteau avec une crème au beurre chocolat, c'est super bon et c'est très léger. Donc faire simple, c'est difficile. Et le mocha. Merci beaucoup. Qui est-ce que tu as envie qui soit le prochain pâtissier ou la prochaine pâtissière derrière ce micro ? Arnaud Larère. Ok, merci beaucoup. Et je te laisse le mot de la fin pour conclure cet échange passionnant. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour clore cet épisode ? Donc bien profiter de la vie, de faire confiance à la vie, de vous éclater, de communiquer le plus possible, de ne pas avoir peur d'essayer, de ne pas avoir peur de rater, de ne pas avoir peur d'avoir du succès et surtout lâchez-vous quoi. On fait à manger pour les autres. Je pense que c'est ça le plus important, d'être conscient qu'on fait les gâteaux pour les autres et pas pour soi en fait. C'est ça. Ouais. Merci, c'était vraiment passionnant. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Karl Marletti. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LeaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!